Imaginez une scène que vous avez probablement déjà vécue. C'est la finale de la Coupe du Monde, le stade vibrant de millions de voix à travers le monde, des rues désertes parce que tout le monde est collé à son écran, des cris de joie ou de désespoir qui traversent les fenêtres. Et là, au milieu de cette frénésie planétaire, il y a cette personne. Celle qui hausse les épaules. Celle qui dit non merci quand on l'invite à regarder le match. Celle qui ne comprend pas pourquoi 22 adultes courent après un ballon pendant 90 minutes. Cette personne existe et elle est plus fascinante psychologiquement que vous ne le pensez. Dans un monde où le football est devenu bien plus qu'un sport, où il représente une religion laïque, un langage universel, un ciment social capable de réunir des milliards d'individus, ne pas aimer le football n'est pas anodin. Ce n'est pas juste une préférence sportive, c'est un marqueur psychologique profond qui révèle quelque chose d'essentiel sur la manière dont certains cerveaux fonctionnent, sur la façon dont certaines personnes se positionnent dans le monde et sur leur relation à la tribu, à l'émotion collective et à la conformité sociale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les méandres de cette psychologie particulière. Nous allons décortiquer les comportements de ces individus qui nagent à contre-courant, explorer les racines psychologiques de leur indifférence, analyser les conséquences de leur positionnement, découvrir ce que cela révèle vraiment sur leur personnalité et enfin, comprendre comment ils peuvent naviguer dans un monde obsédé par le ballon rond. Préparez-vous à voir le football et ceux qui ne l'aiment pas sous un angle totalement nouveau. Les personnes qui n'aiment pas le football présentent des patterns comportementaux distinctifs qui les différencient radicalement de la majorité. Ces comportements ne sont pas accidentels, ils sont l'expression visible d'une architecture psychologique particulière. Premièrement, il y a l'évitement actif. Contrairement à ceux qui ignorent simplement le football par des intérêts passifs, beaucoup de non-amateurs développent des stratégies sophistiquées d'évitement. Pendant les grandes compétitions, ils planifient leur sortie au moment précis des matchs importants pour profiter de musées déserts, de cinémas vides, de restaurants tranquilles. Ils utilisent les événements footballistiques comme des opportunités pour faire ce qu'ils ne peuvent pas faire normalement. Cette planification révèle une conscience aiguë du phénomène qu'ils rejettent, une sorte de relation inversée avec l'objet de leur désintérêt. Deuxièmement, observez leur réaction face aux conversations footballistiques. Là où la majorité s'anime, partage des analyses tactiques, débat des performances des joueurs, la personne qui n'aime pas le football adopte généralement 3 attitudes. Le retrait silencieux, l'incompréhension polie ou, dans certains cas, une forme de condescendance intellectuelle. Certains affichent ouvertement leur perplexité face à la passion des autres, comme s'ils observaient un rituel tribal exotique. D'autres développent un répertoire de phrases toutes faites pour naviguer socialement ces moments sans s'engager. Je n'y connais rien, ce n'est pas mon truc, je ne suis pas le foot. Troisièmement, il y a souvent une recherche d'alternatives pendant les événements majeurs. Quand le monde regarde la finale, ces personnes lisent, créent, travaillent sur leurs projets personnels ou se plongent dans d'autres passions. Ce n'est pas simplement qu'ils font autre chose, c'est qu'ils valorisent consciemment ou inconsciemment ces activités alternatives comme supérieures, comme un meilleur usage de leur temps. Cette hiérarchisation implicite des activités est révélatrice. Quatrièmement, leur langage corporel pendant les discussions footballistiques est éloquent. Le regard qui se perd, les bras croisés, la posture en retrait, parfois un micro-sourire qui trahit un sentiment de supériorité ou d'étrangeté face à l'enthousiasme ambiant. Ils peuvent aussi montrer des signes d'impatience subtile, attendant que la conversation dérive vers des sujets qu'ils jugent plus substantiels. Cinquièmement, beaucoup développent une identité autour de cette non-appartenance. Ils peuvent porter leur indifférence au football comme un badge distinctif, une marque de leur unicité dans un monde de conformistes. Moi, je ne regarde pas le foot devient parfois une déclination d'identité au même titre que d'autres préférences culturelles ou politiques. Cette transformation d'un simple désintérêt en marqueur identitaire est psychologiquement significative. Enfin, il y a souvent une incompréhension sincère de l'attachement émotionnel que les autres portent au football. Ils ne comprennent pas comment on peut pleurer pour un match, comment une défaite peut gâcher une journée, comment des inconnus peuvent se sentir unis par les couleurs d'un maillot.
Cette incompréhension n'est pas feinte, elle est profonde et révèle un fonctionnement émotionnel et social différent. Pour comprendre pourquoi certaines personnes n'aiment pas le football, il faut plonger dans les mécanismes psychologiques profonds qui chatouillent nos préférences et nos aversions. Cette indifférence n'est jamais le fruit du hasard, elle est toujours enracinée dans notre structure psychologique. La première cause est le besoin d'individualisation. Dans la théorie du développement de l'identité, l'individuation est le processus par lequel nous nous différencions du groupe pour devenir nous-mêmes. Pour certaines personnes, ce besoin est particulièrement intense. Le football, en tant que phénomène de masse par excellence, représente l'exact opposé de l'individualité. Aimer ce que des milliards de personnes aiment, c'est, dans leur perception, diluer leur unicité. Rejeter le football devient alors un acte d'affirmation de soi, une manière de dire « je ne suis pas comme les autres ». Cette psychologie est fréquente chez les personnalités créatives, les penseurs indépendants, ceux qui ont construit leur identité sur la différenciation. La deuxième cause est liée à l'intelligence analytique et au besoin de complexité cognitive. Certains cerveaux sont câblés pour chercher constamment la complexité, la nuance, l'abstraction. Le football, dans sa forme visible, peut leur apparaître comme trop simple, un ballon, 2 buts, des règles basiques. Bien sûr, cette perception ignore toute la complexité tactique du jeu, mais psychologiquement, ces personnes ne franchissent jamais le seuil d'engagement nécessaire pour découvrir cette profondeur. Elles préfèrent investir leur énergie cognitive dans des domaines qu'elles perçoivent immédiatement comme intellectuellement stimulants. La philosophie, les sciences, les arts complexes, la littérature. Cette préférence n'est pas un jugement de valeur objectif, mais une orientation psychologique. La troisième cause réside dans l'aversion à la compétition tribale. Le football active des instincts tribaux primitifs. Nous contre eux, mon équipe contre la tienne, mon pays contre le tien. Pour certaines personnalités, particulièrement celles qui ont développé une vision universaliste ou cosmopolite, ces dynamiques tribales sont inconfortables, voire répulsives. Ils y voient une forme de régression, un retour à des instincts qu'elles ont consciemment choisi de transcender. Ces personnes préfèrent les activités qui unissent plutôt que celles qui divisent, même symboliquement. La quatrième cause psychologique est le traumatisme social ou l'exclusion précoce. Beaucoup de personnes qui rejettent le football ont vécu des expériences négatives liées au sport durant l'enfance ou l'adolescence. Être le dernier choisi pour l'équipe, subir des moqueries pour leur manque de compétences athlétiques, se sentir exclu des conversations dominantes à la récréation. Ces expériences créent des associations négatives durables. Le football devient inconsciemment lié à des sentiments de honte, d'indéquation, d'exclusion. Le rejet adulte du football n'est pas tant un choix qu'une protection psychologique contre la réactivation de ces blessures anciennes. La cinquième cause est le besoin de contrôle et de prévisibilité. Le football est fondamentalement imprévisible, émotionnellement volatile, échappant totalement au contrôle du spectateur. Pour les personnalités qui ont besoin de maîtriser leur environnement émotionnel, qui gèrent l'anxiété par le contrôle, investir émotionnellement dans quelque chose d'aussi aléatoire est psychologiquement inacceptable. Pourquoi s'exposer à des émotions intenses pour quelque chose qu'on ne peut pas influencer ? Cette logique, bien que rationnelle, témoigne d'un rapport particulier à l'incertitude et à la vulnérabilité émotionnelle. La sixième cause est la sensibilité à la surstimulation. Le football moderne est bruyant, visuellement intense, émotionnellement excessif. Pour les personnes hautement sensibles, celles dont le système nerveux procède des stimuli plus intensément, l'environnement footballistique peut être franchement désagréable. Les cris, la foule, les émotions extrêmes, le bruit constant. Le rejet n'est pas intellectuel, il est sensoriel et physiologique. Enfin, il y a la quête de sens et de transcendance. Certaines personnes structurent leur vie autour de la recherche de sens profond, de contribution, de création de quelque chose qui dure. Dans cette perspective, le football peut apparaître comme une distraction, un divertissement éphémère qui ne laisse rien de durable. Cette vision, bien que discutable, est psychologiquement cohérente avec certaines orientations existentielles. Ne pas aimer le football dans un monde qu'il adore n'est pas sans conséquence. Ses répercussions touchent la vie sociale, professionnelle et même l'identité de ces individus. La première et la plus évidente est l'exclusion sociale partielle. Le football n'est pas qu'un sport, c'est un langage social, un rituel de connexion. Dans beaucoup d'environnements professionnels, particulièrement masculins, parler du match du week-end est un mode de création de liens, une manière d'établir des connexions informelles qui peuvent avoir des impacts professionnels réels. Ne pas participer à ces conversations, c'est manquer des opportunités de networking, de création de complicité avec ses collègues ou ses supérieurs. Les amitiés se forment souvent à trop des intérêts partagés, et le football étant si universel est un catalyseur puissant de liens sociaux. Être en dehors de cela, c'est réduire statistiquement ces opportunités de connexion.
La deuxième conséquence est le sentiment d'aliénation culturelle. Pendant les grandes compétitions, l'atmosphère sociale change complètement. Les rues se transforment, les conversations tournent autour d'un seul sujet, l'énergie collective se concentre sur un événement unique. Pour ceux qui ne partagent pas cet enthousiasme, cette période peut être profondément aliénante. Ils se sentent comme des étrangers dans leur propre culture, observant un phénomène qu'ils ne peuvent ni comprendre ni rejoindre. Cette sensation récurrente d'être à l'extérieur peut renforcer un sentiment de différence, voire de solitude sociale. La troisième conséquence touche l'identité de genre, particulièrement pour les hommes. Dans beaucoup de cultures, le football est considéré comme faisant partie de la masculinité normative. Un homme qui n'aime pas le football peut faire face à des questionnements subtils ou explicites sur sa masculinité, à des plaisanteries, à une forme de stigmatisation sociale. Cette pression peut créer un inconfort identitaire, forcer des performances sociales inauthentiques, ou au contraire, renforcer une forme de masculinité alternative construite précisément en opposition à ces normes. La quatrième conséquence est la perte d'opportunités d'émotions collectives positives. Aussi sceptiques qu'ils soient, ceux qui n'aiment pas le football passent à côté d'expériences d'euphorie collective, de moments où une nation entière respire au même rythme, où des inconnus s'embrassent dans la rue, où des connaissances dans l'exarcle que laisse une grave bonne nouvelle. Ces moments, bien qu'éphémères, ont une valeur psychologique réelle. Ils créent de la cohésion sociale, du sentiment d'appartenance. Des souvenirs émotionnels partagés, qui deviennent partie de la mémoire collective. Ne pas y participer, c'est manquer des chapitres de l'histoire émotionnelle commune. La cinquième conséquence est le développement potentiel d'une posture de supériorité intellectuelle. Face au rejet social qu'ils peuvent expérimenter, certains développent une stratégie de défense psychologique, se convaincre que leur indifférence au football témoigne d'une supériorité intellectuelle ou morale. Je ne perds pas mon temps avec ces futilités devient un mécanisme de protection de l'estime de soi. Cette posture, bien que défensive, peut créer des barrières supplémentaires dans les relations sociales et enfermer la personne dans une identité rigide. La sixième conséquence touche la flexibilité psychologique. S'identifier fortement comme quelqu'un qui n'aime pas le football peut devenir une prison identitaire. La personne peut se sentir obligée de maintenir cette position pour rester cohérente avec son identité publique, même si une curiosité naissante pourrait émerger. Cette rigidité limite l'exploration et l'ouverture à de nouvelles expériences. Enfin, il y a des conséquences familiales potentielles. Dans les familles où le football est important, ne pas partager cette passion peut créer une distance avec un père, des frères, des enfants. Ce ne sont pas des ruptures dramatiques, mais des petites déconnexions répétées, des moments de partage manqués, des langages communs non développés. Ces micro-distances s'accumulent et peuvent créer des regrets ou des sentiments de manque de connexion.